Ouais, écoutez, merci à tout le monde pour faire l'effort de se connecter ce matin pour échanger sur ce sujet. Juste deux mots pour dire qu'au niveau du syndicat national, donc on a positionné la problématique des maladies sanitaires de nos vergers comme étant une problématique forte. C'est un axe de travail très très important qui mobilise donc la recherche à nos côtés. Donc l'INRA, CNRS, CTFL et aussi des chambres d'agriculture. Donc on est au début de ce travail. Donc je pense que l'idée qui est derrière, en fait, c'est qui prévaut notre façon de faire, c'est que ça redescende au plus près des producteurs. Je pense que dans la façon de travailler et les résultats au fil de l'eau qui seront, disons, pressentis ou obtenus, qu'on puisse les mettre sur le terrain le plus rapidement possible pour pouvoir mesurer l'évolution. Je crois que c'est un axe sur lequel on sera extrêmement vigilant. Ça a été dit tout au long de la préparation de ces différents programmes. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est Cécile qui va peut-être prendre la main ou Eric, je ne sais pas. Non, c'est Cécile maintenant. Merci, Roland. Ok, ben, bonjour à tous. Merci Eric, merci Jean-Roland. Je vais partager mon écran. Hop. Alors, non, vous le voyez parce que moi je ne vois rien. Oui, par contre, va peut-être falloir que tu le passes en mode diaporama complet, sinon ça va être très petit, je pense, pour les gens. Et là, c'est bon? Là, chez moi, il a un panorama complet. Pour l'instant, non. C'est pas le cas. Ah. Alors, comment faire? Vous voyez toujours pas là. Désolée. Attendez, je vais essayer autrement. Je vais le mettre en partage, en grand écran, avant de le partager. Donc, je recommence. Et là? Oui, c'est bon. C'est parfait. Ah, bon. Et je peux le faire avancer. Donc, bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, le webinaire qui a été organisé aujourd'hui, elle a été grâce à l'aide d'Angèle Casanova et puis de Eric Bertoncello qui ont assuré les annonces de ce séminaire à tout le monde. Donc, ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'un projet qui s'appelle Prosper pour prophylaxie et solutions pour la santé des châtaigniers. Donc, c'est un des projets qui compose le plan national sur la châtaigne, donc financé par le ministère de l'Agriculture. Et donc, dans ce projet Prosper, que je pilote, nous sommes un certain nombre de participants, donc plusieurs associations de producteurs, plusieurs chambres d'agriculture. Et nous avons décidé tous ensemble à la dernière réunion de faire ce petit webinaire pour pouvoir partager les connaissances actuelles, enfin un certain nombre de connaissances sur la maladie de l'encre pour pouvoir aider les producteurs à mieux reconnaître cette maladie et puis pour pouvoir faire des signalements. Et ceci s'inscrit donc dans ce projet Prosper, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, moi, je suis chercheuse à l'UMR Biogéco, qui est une UMR qui s'intéresse beaucoup aux écosystèmes forestiers, mais je travaille aussi sur les vergers de châtaigniers. Et je suis basée sur le centre INRAE de Bordeaux. Donc voilà, l'intitulé du webinaire, c'était donc encre du châtaignier, mieux l'identifier et la connaître pour limiter le risque au verger. Donc, tout d'abord, je vais commencer par vous donner quelques informations assez générales sur la maladie de l'encre. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent la majeure partie de ces éléments, mais bon, il me semblait nécessaire quand même de les rappeler.
Et peut-être qu'au bout de cette première partie de présentation, on pourra prendre quelques questions et après, j'enchaînerai sur la suite de la présentation. Donc, la maladie de l'encre est une maladie qui est causée par deux agents pathogènes, dans la plupart des cas, deux agents qui s'appellent Phytophthora cinnamomii et Phytophthora cambivora. Donc, les Phytophthora, ce sont des micro-organismes qui sont pathogènes sur un certain nombre de plantes, un grand nombre de plantes, en particulier des espèces arbustives. Et ce sont des organismes qui ressemblent à des champignons, mais qui ne sont en fait pas tout à fait des champignons, qui sont classés maintenant dans un autre règne, le règne des Straminopies. Donc, vous savez, il y a les règnes des animaux, le règne des plantes, des champignons. Et donc, à côté de ces trois grands règnes principaux, il y a aussi le règne des Straminopies qui comprend donc les Phytophthora. Donc, les Phytophthora cinnamomii et cambivora sont des organismes qui vivent dans le sol. Donc, le sol, il faut considérer comme un compartiment vivant qui héberge de nombreux micro-organismes. Et malheureusement, dans ces micro-organismes, il y a un certain nombre d'agents pathogènes. Il y a aussi des agents qui sont bénéfiques pour les plantes. Mais là, moi, je vais vous parler que d'agents pathogènes. Donc, ces Phytophthora dans le sol, ils sont présents essentiellement sous deux formes, donc des formes microscopiques qu'on ne peut observer que donc, au microscope. Ce sont deux formes qu'on appelle des spores à parois épaisses qui sont en quelque sorte des organes de réserve pour ces deux Phytophthora. Et puis aussi des spores à flagelles qui sont des organes qui permettent à ces Phytophthora de se déplacer un peu dans l'eau du sol et aussi d'infecter les racines des arbres qu'ils attaquent. Donc, vous voyez ici l'extrémité d'une racine de chêne, à l'origine c'était du chêne, qui est entourée et qui commence à être infectée par des spores de Phytophthora cinnamomii qui rentrent en contact avec la fine racine de ces arbres et qui germent une fois qu'elles sont rentrées en contact et puis peuvent par la suite pénétrer à l'intérieur de ces tissus. Donc, c'est lorsqu'elles pénètrent dans ces tissus racinaires, que les Phytophthora tuent ces cellules végétales et forment ainsi ce qu'on appelle des lésions. Et ces lésions se développent et progressent progressivement dans tout le système racinaire et par la suite dans le tronc. Donc, je vais assez vite pour vous montrer cette fois-ci ce qu'on peut voir de façon macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu. Donc, ces infections des fines racines, comme je le disais, elles peuvent s'observer sur des racines plus grosses, comme ici, et puis aussi sur la racine principale, et puis ça peut remonter jusqu'au collet. Donc, ces infections racinaires, donc on peut les observer à tous les stades du châtaignier, à tous les stades de vie du châtaignier, mais c'est plus facile, bien sûr, de les observer sur des semis, donc en particulier dans les peuplements forestiers où les châtaigniers sont là, eux aussi atteints d'encre. On peut observer par endroits, quand les peuplements sont infectés, des taches de mortalité. Et dans ces taches de mortalité, il y a des semis qui présentent ce type de symptômes racinaires. Donc, sur des arbres adultes, bien sûr, c'est plus difficile d'observer ces symptômes racinaires. Donc, on détecte souvent l'encre par les symptômes qu'on observe au niveau du collet, c'est-à-dire la partie qui est intermédiaire entre le tronc et les racines. Et sur ces collets, sur ces troncs, on observe alors des nécroses corticales qui sont bien visibles dans certains cas et qui peuvent aussi s'accompagner de suintements noirs. Et ce sont ces suintements noirs qui ont donné le nom de la maladie de l'encre. Donc, ici, vous avez sur la droite une photo qui n'est pas une photo de châtaignier, mais une photo de chêne rouge, car ces symptômes d'encre sur chêne rouge sont beaucoup plus fréquents en fait que sur châtaignier.
Donc, ces symptômes, ceux-là, on peut les observer et ils sont la conséquence directe de ces infections racinaires qu'on appelle qui sont les symptômes primaires. Alors, il y a un autre type de symptômes qui accompagnent ces infections primaires. Ce sont des symptômes dits de dépérissement et qui, cette fois-ci, concernent la totalité de l'arbre. Et c'est souvent ces symptômes-là qu'on observe et qui sont signes de maladie de l'encre. Ils peuvent s'expliquer très facilement suite à la colonisation par les Phytophthora des racines, puisque au fur et à mesure que ces Phytophthora colonisent les racines et développent des nécroses dans ces racines, les racines meurent et ne peuvent plus absorber l'eau nécessaire à la croissance de l'arbre. Donc les arbres dépérissent et c'est un dépérissement général, comme vous le voyez par exemple sur cette photo qui a été prise en verger, un arbre mature. Et on observe également des symptômes sur des arbres plus jeunes, comme c'est montré sur cette photo en haut. Alors, les deux photos de gauche correspondent à des photos prises dans des peuplements forestiers et qui permettent de bien mettre en évidence que cette maladie de l'encre se développe en foyer, c'est-à-dire qu'on a des tâches de mortalité, comme je disais tout à l'heure, et cette tâche, petit à petit, peut progresser dans tout le peuplement. Donc, voilà les principaux symptômes de l'encre. Et ce sont ces symptômes-là de dépérissement qui sont souvent observés au niveau des vergers, en particulier quand les vergers sont adultes. Et ce sont ces symptômes-là qui posent problème. Pourquoi? Parce qu'en effet, ces symptômes de dépérissement ne sont pas spécifiques à la maladie de l'encre. Comme je vous l'ai dit, ils sont dus à la destruction du système racinaire. Et cette destruction provoque donc des dysfonctionnements hydriques. Et ces dysfonctionnements hydriques peuvent être causés par d'autres causes. Donc, en particulier, on parle de dépérissement lorsqu'on a affaire à des détériorations de la croissance des arbres qui peuvent aller jusqu'à la mort. Et lorsque ces détériorations, ces dépérissements sont provoqués par différents facteurs. Donc, il y a des auteurs qui ont proposé, pour expliquer ces cas de dépérissement, de symboliser le processus sous la forme d'une spirale, donc, où différents facteurs apparaissent, s'enclenchent et progressivement provoquent la mortalité de l'arbre. Donc, on identifie dans ces facteurs des facteurs prédisposants, qui sont des facteurs qui affaiblissent la santé, qui affaiblissent l'arbre, hein, et qui peuvent diminuer sa croissance. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir, en particulier des facteurs qui sont liés au sol. Et pour le châtaignier, c'est très important puisque le châtaignier est une espèce qui craint beaucoup tout ce qui est compactage du sol. Il craint aussi la présence de calcaire. Donc, il est très sensible à la sécheresse et à l'hydromorphie. Donc, tous ces facteurs-là peuvent affaiblir le châtaignier. Après, on a des facteurs déclenchants qui sont des facteurs qui peuvent arriver lors d'une crise, une crise climatique ou une crise liée à des insectes défoliateurs. Donc, ces facteurs déclenchants, souvent, causent des mortalités ou des dépérissements plus aigus que les facteurs prédisposants. Et enfin, dans certains cas, on a des facteurs aggravants qui, là, eux, causent directement la mortalité de l'arbre. Donc, tous ces facteurs prédisposants, déclenchants et facteurs aggravants peuvent conduire à des symptômes de dépérissement, comme vous avez, comme des symptômes décrits sur ces photos. Et donc, lorsqu'on observe un dépérissement, il n'est pas dit que ce soit uniquement la cause des Phytophthora et que ces dépérissements peuvent être observés par d'autres facteurs. Donc, c'est toute la difficulté de cette maladie de l'encre au niveau de la symptomatologie et donc du diagnostic que je vous ai exposé là dans ces quelques diapos. Et l'objectif de
webinaire, c'est de vous montrer un outil qui a été développé pour pouvoir au mieux identifier les symptômes de la maladie de l'encre et les différencier des symptômes de dépérissement. Donc, j'ai repris ici sur ce cycle biologique les différentes étapes du cycle des Phytophthora Cinnamomea cambibra pour vous remonter, pour resituer dans le contexte épidémiologique l'importance des spores dont je vous ai parlé tout à l'heure, les spores de conservation, puis les spores qui permettent d'infecter les racines. Et vous expliquer avec ceci que une fois qu'on a du Phytophthora qui est introduit dans une parcelle de verger, donc les différentes étapes se réalisent au cours d'une année ou au cours d'une saison. Et le Phytophthora, une fois qu'il est présent dans le sol, l'année suivante, peut continuer à émettre ses spores et donc à pouvoir infecter des châtaigniers. Et donc, l'importance de bien identifier ces symptômes d'encre par rapport à des symptômes de Phytophthora est accrue du fait que cette maladie était vraiment une maladie du sol qui est difficile à combattre et à limiter. Donc, plus tôt on fait le diagnostic, plus on arrivera à maîtriser la sévérité de cette maladie. Donc actuellement, la problématique de l'encre du châtaignier, on l'observe dans la totalité du territoire français. Donc là, ce sont des données du département santé des forêts que je vous présente qui illustrent les parcelles où le département de la santé des forêts fait des observations et note tous les ans des phénomènes de dépérissement qui se traduisent par des défoliations. Et donc, avec un recul de plus de 20 ans, le DSF a pu montrer que le châtaignier est une des essences forestières pour lesquelles il y a le plus de problèmes de défoliation et cette accélération de la dégradation foliaire s'observe dans les différentes régions où on a du châtaignier, mais en particulier dans la partie sud-est. Vous voyez, plus le rond est gros, plus la défoliation est importante, le dépérissement est important, et aussi en Dordogne. Mais donc ça, c'est du dépérissement observé. Et par contre, concernant les données précises qu'on a sur la présence de l'encre dans ces peuplements de châtaigniers, donc là, on a beaucoup de données qui sont signalées dans le nord-ouest de la France, un petit peu dans la partie Périgord-Dordogne et beaucoup moins dans le sud-est de la France. Donc, pourquoi on observe ce déficit de données? C'est parce que ce diagnostic Phytophthora est difficile à faire à la vue unique des symptômes, et donc le département de santé des forêts montre un déficit de connaissances pour cette maladie de l'encre dans certaines régions. Donc, là, si vous voulez, je peux prendre justement quelques petites questions avant de continuer, pour vous montrer les facteurs qui favorisent la maladie de l'encre et après venir directement sur l'application Vigilencre, pour pas que ça soit trop monotone et que je parle sans arrêt, sans être interrompue. Donc, on a une question. Alors, connaît-on la durée de vie des formes de résistance dans le sol en l'absence de plantes hôtes? L'idée, c'est un sol infecté qui serait où il n'y aurait pas de châtaignier pendant un certain temps. Pourrait-il redevenir sain à terme? Et je pense que le sous-entendu, c'est possiblement replantable en châtaignier. Ok, donc ces formes de résistance dans le sol, leur survie va dépendre beaucoup des conditions de sol, du type de sol et aussi des conditions hydriques. Mais
ce qui est sûr, hein, donc pour tous les types de sols, c'est que la survie dépasse plusieurs mois et ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Par contre, au-delà de, je dirais, 2-3 ans, si les chlamydospores ne germent pas, non, pardon, j'ai utilisé le terme technique, les chlamydospores, ce sont les spores à parois épaisses, là. Si ces spores-là ne peuvent pas germer et produire les autres types d'organes du Phytophthora, ces organes-là dégénèrent et meurent. Donc, il faut que vous reteniez environ un an de survie sans aucune présence d'hôtes sensibles, mais en sachant que ça, c'est une moyenne, donc il y a une grande gamme de variabilité en fonction des types de sol et des conditions hydriques. Les autres types de spores, les spores à flagelles là, qui infectent les racines, elles ont une durée de vie très courte dans le sol. Donc, dès qu'elles sont émises, si elles ne trouvent pas de racines cibles, elles meurent et elles ne provoquent pas d'infection. Et la dernière chose concernant justement en fait, la durée du potentiel infectieux d'un sol, le Phytophthora sans arbre ou sans plante haute ne survit pas dans un sol tout seul. Hein, c'est vraiment un pathogène primaire. Il a besoin d'une plante haute pour se multiplier et se développer. Mais par contre, donc ça serait plutôt un point positif. Le point négatif, c'est que par contre, il a de nombreuses plantes hôtes dans nos écosystèmes européens. Et donc, avoir un sol sans aucune racine d'arbres sensibles ou de plantes sensibles, ça arrive très rarement, quoi. Donc, effectivement, on pourrait imaginer si on avait une parcelle de châtaigniers où on avait des châtaigniers infectés et qu'on a coupé ou arraché, au bout d'un moment, le sol redevienne sain. Et ça peut encore plus s'observer si sur cette parcelle, on a pu installer des plantes qui sont très peu sensibles ou pas du tout sensibles au Phytophthora. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui. Alors, dans les autres questions, il y a les souches Castanea crenata ou issues de génétique Castanea crenata sont normalement connues pour être plus résistantes que le sativa. Donc, est-ce que tu as quelques éléments pour nous rappeler oui, non et dans quelles limites? Oui, à la première question. Alors, effectivement, les châtaigniers d'origine asiatique, alors il y a le châtaignier japonais et le châtaignier chinois, Crenata et Muissima respectivement. Ces châtaigniers-là sont plus résistants ou sont même résistants à ces Phytophthora. Donc, ceci s'explique par le fait que les deux Phytophthora en question et les deux châtaigniers sont originaires donc, globalement de la même région et donc ils ont coévolué et les châtaigniers dans cette région ont évolué vers une résistance pour pouvoir survivre dans des conditions où les Phytophthora étaient présents. Donc, dans ces zones-là, on a un équilibre entre les châtaigniers qui se développent et la flore du sol où il y a ces Phytophthora. Le problème, c'est que ces Phytophthora, lorsqu'ils ont été introduits en Europe, ils ont été confrontés à des châtaigniers sensibles qui n'avaient pas évolué, donc eux, ils sont plus résistants. Et donc, non seulement les espèces asiatiques sont résistantes, mais en plus, il a été très vite constaté au cours du XXe siècle que les hybrides entre les châtaigniers asiatiques et le châtaignier européen étaient également résistants, c'est-à-dire que la résistance des Asiatiques est héritée par les hybrides lorsqu'ils se développent.
Donc, dans la suite des questions, c'est est-ce que les dépérissements des châtaigniers sont toujours très rapides sur une campagne ou est-ce que, en tout cas, quand c'est causé par Phytophthora, ça peut être progressif? Voilà. Alors, le dépérissement, il peut être très lent ou très rapide. Donc, le châtaignier, en fait, peut rester vivant avec un certain nombre de racines infectées. Et il faut savoir qu'en général, les systèmes racinaires des arbres sont surdimensionnés par rapport à leurs besoins. Donc, si on a des infections racinaires qui ne touchent pas la totalité du système racinaire et seulement une partie, bon, le châtaignier peut survivre malgré ces lésions. Mais au bout d'un certain temps et à partir d'un système racinaire à partir d'un seuil d'infection, donc on a estimé sur des jeunes plants d'environ 60% du système racinaire, c'est là que le dépérissement apparaît parce qu'il y a un fort dysfonctionnement hydrique qui est la conséquence de ces infections racinaires et qui cause donc ce dépérissement avec des pertes de feuilles. Mais avant ces pertes de feuilles, on observe la réduction de ces feuilles, le flétrissement, le jaunissement. Et donc, après, une fois qu'on a ces premiers stades de dépérissement, la mortalité vient assez rapidement. Et ce cycle-là, il peut être accéléré si on a des conditions de sécheresse ou des conditions à l'inverse de très fortes pluies, parce que les deux vont interférer avec la multiplication des Phytophthora. Je vais le montrer dans les diapos qui suivent ça. Alors, tu vas peut-être en parler après, mais du coup, il y a une petite précision peut-être sur les cycles, à savoir si tout se passe vraiment au niveau du sol ou si la multiplication peut se passer au niveau du collet. Et après, il y a plusieurs questions aussi sur un peu la propagation, mais tu en parleras peut-être après, et les méthodes pour limiter cette propagation éventuellement. Alors, je laisse justement toujours cette photo du cycle là parce qu'en fait tout est dans ce cycle là. Donc c'est vraiment au niveau du sol que se passe la dissémination et la multiplication des Phytophthora. Donc les lésions qu'on observe au collet, on n'a jamais vraiment pu observer de multiplication des spores au niveau de ces tissus corticaux. Au niveau des lésions observées et des lésions suintantes, dans ce liquide suintant, là, il y a des composés phénoliques qui sont émis par l'arbre et qui ne sont pas spécifiques non plus de la maladie de l'encre, mais on n'a jamais pu mettre en évidence qu'on avait des spores du Phytophthora dans ces liquides-là. Donc, c'est vraiment au niveau racinaire que ça se fait. Et donc, au niveau de la parcelle, on a des contaminations par ces petites spores-là qui sont mobiles à courte distance, parce que bon, c'est des spores microscopiques, hein, elles ont une durée de vie limitée, donc elles ne nagent pas pendant des kilomètres. Et cette distance de dissémination va être influencée par en fait, l'eau liquide qu'il y a dans le sol et s'il y a des courants d'eau ou des mouvements d'eau, parce que là, non seulement elles ont une mobilité, ces spores, mais elles peuvent être transportées par cette eau liquide. Et donc, on va avoir une infection proche et puis aussi, on peut avoir des contaminations racine par racine lorsqu'il y a des contacts racinaires. Et donc, du fait de ces deux processus, on a souvent une dissémination d'un arbre de proche en proche. Et c'est pour ça qu'on a ces tâches de mortalité qui s'agrandissent petit à petit lorsque les Phytophthora progressent d'un arbre à l'autre.
On a une question ici un peu complémentaire sur la partie sensibilité aux hybrides. Nous, on a eu beaucoup en Limousin de problèmes de dépérissement plutôt liés à de l'asphyxie racinaire, de ce qu'on en pense. La question, c'est est-ce que possiblement des conditions un peu extrêmes de sol pourraient avoir favorisé une sensibilité d'un hybride ou pas? Oui, alors je répondrai à la question tout à l'heure parce que c'était la diapo un peu, enfin, je voulais l'aborder dans la diapo suivante. Et alors, il y a une question aussi, non, sur le DSF. Oui, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il intègre aussi des vergers fruitiers? Et donc, non, département santé des forêts n'a en charge que la surveillance des forêts. Enfin, c'est déjà beaucoup. Donc, les signalements qui sont faits par le département santé des forêts sont faits essentiellement dans des peuplements forestiers, soit privés, soit publics, c'est-à-dire gérés par l'ONF, mais ils n'interviennent pas dans les vergers. Et le département des santé des forêts a un fonctionnement assez particulier puisque en fait, la plupart des gens qui font ces signalements sont des correspondants observateurs qui sont des personnes qui travaillent en forêt et qui acceptent de travailler à raison de 10 ou 15 ou 20% pour le DSF. Et donc, ces personnes-là, lorsqu'ils observent des symptômes sur des arbres, peuvent faire des signalements qu'on appelle spontanés. C'est-à-dire, ils prennent la décision de faire ces signalements lorsqu'ils pensent que c'est un signalement qui est nouveau et qui peut aussi concerner beaucoup de peuplements dans leur région. Et donc, ce n'est pas la résultante d'un protocole d'observation qui est régulier tous les ans. Là. Cette carte-là. Et donc, on explique un peu de cette raison le fait qu'on ait peu de signalements là, dans le sud-est, hein, parce qu'en fait, vu l'état de dépérissement très avancé dans beaucoup de massifs où il y a des châtaigniers, ben les correspondants observateurs ne font pas forcément de signalement parce que en fait, ils signalent quelque chose qui est déjà connu et donc ils ne prennent pas le temps de le faire. Alors qu'au nord-ouest de la France, quand les mortalités d'encre sont apparues et sont plus récentes, là, il y a eu beaucoup de signalements parce que c'était plus nouveau. Pardon, petite question. Est-ce que tu as une liste des plantes hautes ou qui seraient plus ou moins sensibles qui seraient disponibles? Oui, on a ça qui existe au niveau français, plus ou moins, ou plus largement au niveau européen. Donc, ça existe et on peut la fournir, oui. Super. Est-ce que les spores peuvent être conservés dans l'eau, les spores de conservation, dans une retenue collinaire et tout ça? Voilà. Oui, aussi. Donc, si les spores à paroi épaisse là, sont conservés dans de l'eau, elles risquent de germer plus rapidement que dans le sol. Donc, leur survie dans de l'eau et dans du sol sera différente. Mais elles peuvent. Donc, je vais reprendre la main là pour revenir sur justement… Oui, peut-être avancer sur le contenu. Voilà. On favorise l'encre. On n'en a pas parlé, mais il y a plusieurs facteurs qui favorisent le développement de la maladie. C'est la température, parce que la température a une action sur le développement des Phytophthora, donc Phytophthora cytamomi et Cambibra, qui sont des organismes qui aiment globalement les températures plutôt élevées. Donc, avec l'augmentation des températures dans le sol et atmosphérique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de l'activité de ces Phytophthora, donc en particularité de la multiplication et la production de spores.
Et l'autre facteur qui est important, donc ça j'en ai un peu parlé, c'est l'humidité du sol. Donc là aussi, cette humidité, elle a un effet direct sur la multiplication des phytophthora. Donc on aura une multiplication, une production de spores accrue, et donc plus d'infections racinaires et donc plus de développement de la maladie au niveau du champ. Et à l'inverse, si on a une sécheresse, un déficit hydrique, ça peut, c'est des effets, les événements de sécheresse conduisent le phytophthora à faire ses spores de conservation. Donc, on a une augmentation de la formation de ces spores-là. Et par contre, pour tout ce qui est partie végétative des phytophthora, on a une croissance qui est un peu inhibée. Donc, vous voyez, il y a des effets un peu contradictoires. Et puis surtout, cette sécheresse, elle a des effets sur la plante hôte. Et donc, ce qu'il faut bien, en fait, comprendre, c'est que la sécheresse agit, elle, également sur tout ce qui est circulation de l'eau dans les arbres, donc fonctionnement hydrique, de la même façon que le phytophthora. Et les phytophthora associés à une sécheresse conduisent à un dépérissement et une mortalité plus rapide des châtaigniers. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'un arbre qui est affecté par du Phytophthora cinnamomum, même s'il n'est pas dans la partie terminale de son cycle de vie, c'est-à-dire qu'il y a le système racinaire n'est pas entièrement détruit, et bien cet arbre-là, du fait de ses infections racinaires, va être plus sensible à la sécheresse. Donc, il augmente la vulnérabilité du châtaignier à la sécheresse. Donc, vous voyez qu'il y a des fortes interactions avec les effets climatiques entre Phytophthora et sécheresse. Alors ça, en fait, je vous l'ai déjà présenté. Je me suis aperçue qu'il était 2 fois. Alors, comme vous avez compris, cette reconnaissance des symptômes de l'encre est difficile. Donc, il faut ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 2 types de symptômes, soit des symptômes sur les racines et sur les troncs, soit des symptômes de dépérissement non spécifiques. Et au laboratoire, nous, ce qu'on peut faire, c'est une détection précise avec une identification de l'espèce en mettant en œuvre des méthodes qui sont des méthodes d'isolement. Il existe sur le terrain une autre méthode de détection qui vous est illustrée ici. C'est une méthode de détection par méthode ELISA, un peu comme les tests Covid qu'on a eu l'habitude de faire il y a quelques années. Donc, avec ce type de test, on peut faire du diagnostic sur des tissus végétaux qui sont infectés, donc en particulier sur des tissus issus de racines, lorsqu'on observe des semis qui sont infectés. Et donc, bon, là, vous avez la description du fonctionnement du test qui est classique et donc qui permet de mettre en évidence du Phytophthora dans les tissus. Mais donc, on a l'observation d'un dépérissement dans sa globalité, qu'il n'y a pas de semis dans la parcelle. Donc là, il faut venir, faut pouvoir faire une analyse du sol, et puisque c'est dans le sol qu'on peut identifier et détecter les Phytophthora. Et lorsqu'on utilise ces méthodes de détection dans le sol, on s'aperçoit dans un certain nombre de cas que pour des parcelles qui ne présentent pas du dépérissement, on peut malgré tout identifier du Phytophthora cinnamomum. Donc, c'est ce qui vous est représenté dans ce graphique-là. Les classes Archi sont des classes qui permettent de noter la santé des châtaigniers. Donc, classe 1, c'est des châtaigniers qui sont sains. Et donc, on avait 3 parcelles dans lesquelles le Phytophthora a été détecté dans le sol, sur les 8 étudiés. Et les classes 2, c'est des châtaigniers qui montrent quelques signes de défoliation, mais très faibles. Donc là aussi, on avait des parcelles positives
sur la totalité des parcelles testées. Et enfin, dans les parcelles avec des classes de mortalité ou de dégradation du châtaignier très élevées, donc les classes 4 et 5, là par contre, toutes les parcelles étaient quasiment positives. Donc, ce graphique-là, je voulais vous le montrer pour vous convaincre que ces méthodes de détection dans le sol sont nécessaires pour s'assurer qu'on a du Phytophthora, même malheureusement dans le cas de parcelles qui montrent encore peu de dépérissement. Mais ce dépérissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut apparaître suite à des conditions climatiques défavorables. Donc, j'en arrive à la question que vous devez vous poser. Pourquoi il est utile donc de connaître cet état de dépérissement et de savoir si on a du Phytophthora dans le sol du verger. Donc, ce diagnostic phytosanitaire, il est nécessaire pour pouvoir mettre en place des mesures de prophylaxie. Donc, la prophylaxie, c'est la prévention, mais aussi c'est toutes les mesures qui peuvent permettre de diminuer la sévérité de la maladie et puis aussi de transmettre les agents pathogènes d'une parcelle à une autre. Il est aussi nécessaire de connaître quel est l'état des châtaigneries qui sont proches ou adjacentes au verger, puisque dans ces châtaigneries sauvages ou forestières, donc le Phytophthora peut être aussi disséminé depuis longtemps. Donc, comme on a une dissémination d'arbre en arbre et par les eaux de ruissellement du sol, connaître l'état de santé des châtaigneries forestières ou proches de votre verger est aussi important que de connaître l'état sanitaire du verger. Savoir si le sol est infecté par du Phytophthora, c'est particulièrement important lorsqu'on installe de nouveaux vergers, soit par plantation, soit par mobilisation et regreffage de certaines souches. Donc, dans ces deux cas, la connaissance de l'état d'infection du sol va permettre de pouvoir appliquer dans certains cas des méthodes de lutte qu'on espère développer dans le cadre du projet Prosper, et puis aussi de mieux gérer l'irrigation, puisqu'on a beaucoup d'interactions entre l'eau d'irrigation qui peut à la fois favoriser le Phytophthora, mais dans certains cas, lui permettre aussi de compenser les dégâts liés à la sécheresse. Donc, cette gestion de l'irrigation est très importante et il faut la gérer vraiment en connaissance de cause, savoir si on a des Phytophthora ou pas dans la parcelle, et en particulier bien faire attention à tout ce qui est canaux d'irrigation et puis circulation de l'eau dans le verger. Donc, tout à l'heure, j'avais une question sur la sensibilité du Phytophthora à l'hydromorphie. Et donc, effectivement, le châtaignier, sensibilité du Phytophthora, non, sensibilité du châtaignier, pardon, à l'hydromorphie. Donc, effectivement, le châtaignier est très sensible à des situations où on a de l'eau stagnante dans le sol. Donc, ça peut être permanent, mais en verger, en général, ces situations n'existent pas, mais en forêt, ça existe souvent. Ou alors, c'est des conditions qui sont liées à des précipitations extrêmes saisonnières. Et donc, le châtaignier peut montrer des symptômes de nécrose racinaire très semblables à celles des symptômes causés par du Phytophthora. Donc déjà, on a des symptômes qui sont similaires au niveau racinaire et on a une augmentation de la sensibilité du Phytophthora, du châtaignier au Phytophthora suite à ces conditions d'hydromorphie, puisque ça multiplie d'autant plus le nombre de spores dans le sol et ça diminue la défense du châtaignier vis-à-vis des Phytophthora. Donc, oui, le châtaignier est sensible à ces conditions hydromorphes et oui, ça peut augmenter la sensibilité de ces châtaigniers au Phytophthora et donc augmenter la sensibilité de plants hybrides
qui, en conditions normales, sont résistants. Donc, l'importance de l'encre pour la gestion des châtaigniers, des vergers, est importante pour pouvoir faire donc ce diagnostic phytosanitaire et sur le long terme suivre aussi d'une année à l'autre comment évoluent les dépérissements observés. Donc, pour la recherche, nous, on a également besoin de savoir quelle est la distribution de l'encre pour pouvoir mieux étudier ces interactions entre le changement climatique et l'encre en verger et en forêt. De ces connaissances, on pourra certainement proposer du matériel châtaignier plus résistant à l'encre et puis aussi connaître définir des méthodes de lutte qui pourront être actives contre ces deux phytophthora du châtaignier. Donc, du fait de ces attendus pour les producteurs et attendus pour la recherche, on a donc prévu dans ce projet Prosper plusieurs actions pour avoir une meilleure idée de la distribution de l'encre en verger et sur tout le territoire français et pour pouvoir, en agrégeant toutes ces connaissances, essayer de tester différentes méthodes de lutte et proposer des solutions pour limiter la sévérité de l'encre en verger. Et donc, pour faire ce diagnostic et essayer d'avoir plus de connaissances sur la distribution de la maladie, je vous propose d'utiliser une application qu'on a appelée Vigilancre, qu'on a conçue il y a quelques années pour un usage à la fois en verger et un usage en forêt. Donc, c'est une application qui est disponible sur tous les appareils smartphones, quel que soit le système, et qui permet d'une part de faire une aide, qui apporte une aide au diagnostic, même dans ce cas difficile de l'encre, il y a des critères qui nous permettent de dire non, ça c'est de l'encre ou ça n'en est pas, de signaler des symptômes qui sont très probablement des symptômes de phytophthora, mais aussi d'autres types de symptômes, et de nous avertir et nous signaler ces cas pour qu'on puisse faire au laboratoire un diagnostic et donc valider ou pas la présence de phytophthora dans le sol des vergers. Donc, plus en détail, je vais vous présenter rapidement les principales étapes de cette application Vigilancre. Donc, quand vous l'ouvrez, vous arrivez sur la page d'accueil. Sur cette page d'accueil, on vous propose des informations sur la maladie de l'encre, donc c'est à peu près ce que je vous ai dit en introduction, mais également sur une autre maladie du châtaignier qui est le chancre du châtaignier. Une autre maladie ou un autre problème phytosanitaire qui est le Cynipse du châtaignier. Phytophthora ramorum, on l'avait prévu de l'inclure dans l'application car à l'époque c'était une maladie qui était observée au Royaume-Uni et on avait peur que cette maladie se dissémine jusqu'en France. Donc pour prévoir cette nouvelle introduction, on a incorporé dans l'appli des informations sur cette maladie. Et puis, on a également mis plusieurs informations sur toute source de confusion possible, des confusions qui conduisent des fois à un mauvais diagnostic. Et enfin, il y a sur un onglet les procédures d'échantillonnage et l'envoi, mais j'y reviendrai par la suite. Cécile, oui. Pardon, excusez-moi. On avait annoncé une durée du webinaire de 11h à 12h. Je voulais savoir en termes de timing. Je vais terminer là rapidement avec la présentation de la. Comme il est midi moins 5, c'était juste pour attirer l'attention. Merci. Merci Eric. Donc, lorsque vous cliquez sur un de ces onglets, vous avez donc ces informations qui sont disponibles lorsque vous choisissez les différents mots en surbrillance et vous avez une information à la fois textuelle et visuelle.
Donc, sur l'onglet confusion possible, donc là, je voulais vous le montrer de façon plus détaillée. Vous avez des symptômes, une liste de symptômes qui sont proposés, avec chaque fois ce qui est typique pour la maladie de l'encre, et puis ce qui, à l'inverse, n'est pas du tout typique de la maladie de l'encre, et puis indique plutôt une autre cause. Donc, si on prend le flétrissement ou mortalité des rameaux, le fait que ça soit un dépérissement généralisé, ça, c'est bien typique de l'encre. Et par contre, si c'est une mortalité qui est que sectorielle, qui ne touche qu'une partie de l'arbre, là, c'est plutôt une spécificité de la maladie du chancre. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on a inclus dans l'application et dans l'aide fournie au début, des informations sur ces différents types de facteurs qui peuvent causer des symptômes plus ou moins similaires. Donc, quand vous êtes sur l'appli, donc vous avez quatre options possibles. Donc là, après avoir acquis des informations un peu générales sur ces problèmes du châtaignier, vous pouvez utiliser l'aide au diagnostic, et ça uniquement une aide visuelle qui vous est donc présentée. Pourquoi ça ne marche plus? Voilà. Qui vous est présentée ici. Donc, soit une aide visuelle que pour la maladie de l'encre ou une aide visuelle pour les autres maladies du châtaignier. Donc, à chaque fois, vous choisissez et vous arrivez sur une série de photos. En cliquant sur la loupe, vous pouvez agrandir la photo et accéder à plus de détails. Et enfin, la dernière action possible avec cette application Vigilancre consiste à faire des déclarations de symptômes observés. Donc, vous pouvez déclarer soit l'encre du châtaignier, soit le chancre du châtaignier. Là, ma photo n'est pas à jour. Et pour chaque déclaration, on vous pose un certain nombre de questions pour pouvoir décrire l'environnement de l'arbre et les types de symptômes observés. Donc, il y a possibilité, c'est recommandé de charger des photos des symptômes observés. Donc, ça peut être une photo de l'arbre dans son entier ou des organes touchés. Et on vous demande aussi d'indiquer si vous pouvez envoyer des échantillons à INRAE. Et donc, si vous dites oui, vous avez les conditions précisées dans la page accueil pour l'envoi de ces échantillons. Et surtout, si vous dites oui, on essaye de vous recontacter pour vous solliciter, vous rentrer en discussion avec vous pour faire ces envois d'échantillons. Donc, voilà, les procédures d'échantillonnage sont décrites dans l'onglet procédure d'échantillonnage. Donc, nous, au laboratoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des types d'isolement, soit isolement direct, si c'est des échantillons végétaux, soit des isolements par piégeage, comme si c'est du sol. Et puis, dans certains cas, on pourra aussi utiliser le test ELISA que je vous ai décrit. Et l'ensemble de ces méthodes nous permettent d'identifier si on a ou pas du Phytophthora cinnamomys, soit dans le sol, soit dans les tissus végétaux envoyés. Et donc, sur l'application, vous pouvez trouver l'ensemble de ces signalements qui ont été faits jusqu'à présent avec Vigilancre, avec pour le moment, jusqu'à présent, on utilisait 2 couleurs, avec une couleur pour les signalements qui étaient validés par le laboratoire et une couleur pour les signalements pour lesquels on n'avait pas mis de validation. Donc, ces deux, je vous ai remis ici les sites sur lesquels on peut télécharger l'application. Et puis, toutes ces informations sont aussi disponibles sur un portail sur le web qui s'appelle Iphysia. Donc ça, c'est Iphysia, le document, le portail en question. Donc, oui, j'ai voulu qu'on me pose des questions avant et du coup, on n'a plus beaucoup de temps, mais peut-être que je peux quand même répondre à certaines questions.
Sur le principe, il n'y a pas de limite de temps en tant que tel. Le webinaire peut se continuer. C'est juste en termes de disponibilité des participants. Oui, Si vous êtes disponible encore une quinzaine de minutes, par exemple, on peut tout à fait prendre le temps de répondre aux questions. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Le webinaire ne s'arrête pas à midi pile. Il n'y a pas de... Du coup, dans les questions, mais quelqu'un a répondu, c'était où est-ce qu'on peut se procurer les tests ELISA? Et quelqu'un a répondu auprès de CEDIAG. Oui, en fait, ils sont en vente par des prestataires. Donc, CEDIAG c'en est un. Il me semblait qu'il y en avait d'autres, puis c'est disponible. On a discuté au sein du projet Prosper que ce qui serait plus facile, c'est de pouvoir centraliser ces commandes de tests et vous organiser avec les chambres d'agriculture, aux associations de producteurs, pour pouvoir en disposer à des prix plus intéressants que si vous les achetez au détail. Mais ça, je vous laisse vous organiser entre vous. Alors après, il y avait des questions un peu sur les pratiques, c'est-à-dire est-ce qu'un élagage très régulier peut permettre d'acquérir la résistance? Peut-on noyer le Phytophthora? Alors, noyer Phytophthora, ça va être difficile quand même parce qu'en fait, on va peut-être le noyer localement, mais on va le disséminer surtout dans toutes les parcelles et les sols avoisinants. Donc, ça va pas être très, très efficace. C'était quoi la première question? Excuse-moi. Est-ce qu'un élagage très régulier des l'élagage. Donc, oui, l'élagage, on en parle beaucoup et ça a un effet qui est bénéfique sur la santé de l'arbre atteint de Phytophthora à court terme, parce qu'en fait, quand on élague, on réduit la surface de transpiration et d'évaporation de l'arbre. Donc, on réduit ses besoins en eau. Et donc, si le système racinaire est en partie infecté, il peut quand même, il absorbe toujours de l'eau. Et si on a réduit cette surface d'évaporation et de transpiration, ben, l'eau qui peut circuler et qui est utilisée, fournie par ses racines, suffit. Donc, ça permet à un arbre de surmonter cette perte racinaire qu'il a liée à cause du Phytophthora. Mais à plus long terme, en fait, le système racinaire continue de s'infecter et puis les arbres refont des feuilles et donc on revient dans des processus de dépérissement qui sont, comme je vous disais, liés à ces destructions racinaires. Donc, ça a un effet à court terme. Et c'est ce qu'on observe des fois dans les taillis forestiers, parce que quand on recèpe une CP qui est infectée, il y a des pousses qui peuvent repartir, dans certains cas, des rejets qui repartent, qui peuvent être verts, et puis au bout de quelques années, ils flétrissent et ils dépérissent. Tu avais parlé des températures de 24 à 28 degrés. La question, c'était température du sol ou température de l'air. Et est-ce que c'est les deux qui importent ou une? Alors là, les températures que je vous ai montrées, que j'avais mis sur la diapo, c'était des températures qu'on mesure au laboratoire, donc plutôt en culture in vitro. Hein. Nous, c'est notre critère pour comparer d'une espèce à l'autre. La température qui va jouer dans tout ce qui est infection racinaire, c'est la température du sol. Donc, elle est corrélée à la température de l'air, mais elle est souvent tamponnée par rapport à ce qu'on mesure dans l'air. Donc, les deux températures ont un effet en fonction de là où se situent les symptômes. Donc, dans le sol, c'est sûr, pour tout ce qui est racinaire, la température du sol est importante.
Et puis, pour tout ce qui est nécrose corticale, là, on a une action directe de la température atmosphérique. Toujours un petit peu tamponné parce que le Phytophthora n'est pas dans l'air, mais protégé par les corps de l'arbre, mais c'est corrélé. Est-ce que par rapport aux cartes que tu as montrées, est-ce que le phénomène pour toi semble s'étendre et s'accentuer, donc s'étendre à des nouveaux territoires et s'intensifier sur les territoires ou pas? Eh ben, c'est un peu cette question à laquelle on voudrait répondre, parce qu'on a des données dans certaines régions où là, vraiment, on a eu une intensification de l'encre suite à des conjonctions de conditions climatiques particulières. Donc là, on dit oui, c'est sûr, ça augmente. Dans d'autres régions de France, ben, on n'a pas assez de données pour pouvoir dire oui, il y a une augmentation de l'encre ou ben non, le châtaignier dépérit, certes, là, il y a une augmentation du dépérissement du châtaignier, oui, mais est-ce que c'est dû à l'encre ou est-ce que c'est dû à d'autres facteurs et en particulier au changement climatique? Là, on n'a pas assez de données pour pouvoir le dire. Et je pense peut-être que c'est les deux qui sont en cause, en fait. Je pense qu'on peut prendre une dernière question et puis après, éventuellement, s'il y a des questions, moi je les noterai auxquelles on n'a pas répondu. Une dernière question qui ouvre et qui reprend, c'est en dehors d'éléments plus de prophylaxie, de gestion de l'environnement parcellaire, est-ce qu'il y a des pistes, ça sera peut-être développé dans Prosper, de techniques? Il y a eu des questions sur le chaulage, sur des fertilisations spécifiques, voire sur des applications particulières qui sont connues, ou est-ce que c'est des choses que vous allez évaluer? Je pense qu'on peut finir un peu là-dessus. Et je prendrai les autres questions si besoin, n'hésitez pas, je les ferai passer. Alors, dans Prosper, ce qu'on va tester, c'est des méthodes de lutte qui sont plutôt, on va dire, agroécologiques. Donc, on va s'intéresser en premier lieu à tout ce qui est flore du sol, flore antagoniste des Phytophthora. Donc, comme je vous l'ai dit, le sol, hein, c'est un compartiment vivant. Il y a beaucoup de micro-organismes qui potentiellement pourraient diminuer, avoir une action antagoniste vis-à-vis des Phytophthora. Donc, ça, on va l'étudier plus en détail. L'idée, c'est de pouvoir identifier peut-être des sols où ces organismes seraient plus actifs et pouvoir les mobiliser dans d'autres situations en essayant de mettre en œuvre dans ces vergers les conditions qui favorisent la multiplication des antagonistes et pas celle des Phytophthora. On peut avoir aussi une application directe en production de plants en pépinière. On n'en a pas parlé là, mais c'est une étape importante pour les châtaigniers ces premières années, que ce soit en pépinière industrielle ou les premières étapes de la régénération en conditions naturelles. Donc là, c'est des stades où on peut espérer qu'on puisse un peu modifier cet environnement du sol dans lequel se développent les châtaigniers. Et puis, on a d'autres méthodes de lutte qui vont être explorées, en particulier par Inina Desplod à la Chambre d'agriculture d'Ardèche, où là, l'idée, c'est de tester l'efficacité de substances chimiques, mais à base, pour la plupart, de phosphate et phosphite, qui ont un pouvoir de stimulation des défenses de l'hôte et qui, dans certaines productions fruitières ou même forestières, se sont avérées protéger le châtaignier, enfin l'arbre, pardon, de ces attaques de Phytophthora. Donc, ça, là aussi, c'est prévu d'être testé dans Prosper. Et si ces méthodes s'avèrent positives, il faudra garder en tête que c'est qu'une méthode qui pourra être intégrée à tout ce qu'on peut mettre en œuvre par la prophylaxie
et puis également la recherche et l'utilisation de châtaigniers résistants. Et donc, je reviens pour ce dernier point sur le fait que les porte-greffes hybrides sont des porte-greffes qui permettent aux châtaigniers de se développer dans des conditions où il peut y avoir du Phytophthora dans le sol. Et actuellement, comme ces porte-greffes hybrides ne sont pas utilisables partout, on est en train d'essayer d'identifier et sélectionner des porte-greffes qui seraient des porte-greffes non hybrides, plus adaptés à différentes conditions pédologiques et climatiques, et donc qui pourraient amener là aussi un certain plus pour la gestion de l'encre en verger. Du coup, est-ce qu'on prend une dernière question aussi? Tiens, moi, ce que je peux faire, c'est je peux noter, est-ce que Cécile, je peux noter des questions qu'on aurait oubliées éventuellement et te les transmettre? Après, un dernier, si on se dit jusqu'à 15, tu as 3 minutes. Oui. Conseil pour la gestion de l'irrigation, des choses à faire ou à éviter? Alors, moi, j'ai en tête là une situation que j'avais observée. Donc, c'était pas dans un verger, c'était dans une plantation forestière, un peuplement forestier, où le propriétaire avait voulu faire des canaux d'irrigation dans sa parcelle pour pouvoir mieux irriguer, enfin apporter de l'eau à ces châtaigniers. C'était en situation un peu de pente. Et en fait, les châtaigniers du haut de pente étant infectés, il a disséminé le Phytophthora dans toute sa parcelle. Donc, c'est difficile de répondre de façon unique à cette question parce que ça dépend beaucoup des conditions locales. Et c'est une question qui n'est pas facile parce que, comme je vous ai dit, l'eau favorise les Phytophthora, mais quand le châtaignier n'a pas d'eau, il montre des signes de dépérissement. Donc, il faudrait pouvoir apporter l'eau quand elle est nécessaire si on sait qu'il n'y a pas de Phytophthora de façon importante dans le sol. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de savoir si les Phytophthora sont présents dans un verger pour pouvoir par la suite mettre de l'irrigation ou alors continuer ce processus d'irrigation qu'on a en place dans la parcelle. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais bon, ce n'est pas une question simple à laquelle on peut répondre pour toutes les situations en quelques minutes, quoi. Du coup, ce que je vous propose, c'est je vous propose quand même de conclure pour tenir le timing. Voilà, Eric, il a raison. Je récupérerai des questions, Cécile, je te les enverrai éventuellement par mail. Du coup, moi, ce que je pourrais dire pour conclure, et on voit la richesse des questions et l'intérêt que la problématique a pu susciter. Donc, je pense que ça reste une problématique majeure et d'intérêt avec encore beaucoup de questions. Donc là, on est au début on est dans la continuité de travaux, mais on est au début de ce projet Prosper. Donc, je pense que voilà, on a 3 à 5 ans pour trouver des pistes et pouvoir répondre à des questions auxquelles on n'avait pas forcément la réponse. Cécile, elle a bien présenté l'importance de bien comprendre le phénomène et caractériser l'évolution de la maladie. Donc, moi, je vous invite tous, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger Vivilancre, voilà, pour pouvoir le prendre en main et commencer un petit peu à pouvoir tester cette application et apporter déjà à votre échelle, en parallèle de ce qui va être fait dans les essais sur les différentes stations d'expérimentation, voilà, via la Chambre d'agriculture d'Ardèche et les travaux de Cécile, pouvoir apporter votre pierre à l'édifice et avancer sur un peu ces cartographies. Voilà, Cécile, tu veux…
dire quelque chose? Vas-y. Merci Angèle. Oui, je voulais justement conclure sur Vigilancre. Donc sur Vigilancre, vous verrez mes coordonnées. Je suis la personne contact, mais je travaille depuis quelques années aussi avec Fanny Robledo-Garcia. Donc nous sommes toutes les deux là disponibles pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, vous pouvez nous envoyer des mails et on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Et bien sûr, donc, si vous faites des signalements sur Vigilancre, dans le cadre du projet Prosper, là, on va s'organiser pour pouvoir répondre à toutes ces demandes de diagnostic qu'on peut faire au laboratoire. Et l'objet aussi de Prosper, c'est de pouvoir développer une méthode de diagnostic qui serait réalisable justement dans d'autres conditions que dans des conditions de laboratoire. Et pour pouvoir vous faire participer aussi à ces méthodes de diagnostic de façon plus rapide et plus efficace, quoi. Ok. Bon, j'ai pris des questions là et de toute façon on a vos contacts via les inscriptions, donc s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pu encore répondre, voilà, et il se passera, je pense aussi, l'idée du projet, c'est on va profiter aussi de pouvoir travailler avec Cécile pour qu'elle puisse nous transmettre voilà toutes ses connaissances et tout ce qu'elle sait. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci. Voilà. Et puis, à très vite. Au revoir, merci. Au revoir Eric, au revoir Angèle.